L'importance de ces navires découle de la nécessité pour les grandes puissances d'intervenir militairement n'importe où dans le monde. Un porte-avions est un navire qui, comme son nom l'indique, transporte des avions, disposant également de l'infrastructure nécessaire pour le décollage et l'atterrissage de ceux-ci, de sorte que les avions embarqués peuvent effectuer des opérations en partant et en arrivant au même navire. Dans cette première intrigue, nous verrons les zones importantes pour le déploiement des aéronefs, quels secrets sont cachés sous le pont d'envol et les curiosités de ces incroyables machines. Pendant la Première Guerre mondiale, certaines des grandes puissances ont compris l'importance stratégique de disposer d'une aviation embarquée pour faire face à des conflits dans des zones éloignées du territoire national. La victoire navale des forces alliées lors de la Seconde Guerre mondiale, en grande partie grâce aux porte-avions, a fait de ces navires les plus importants et l'arme la plus puissante d'une flotte, remplaçant les cuirassés dans le rôle de navires amiral. Après la guerre, les porte-avions ont continué à augmenter leur taille et certains ont adopté l'énergie atomique comme moyen de propulsion. Les super porte-avions actuels sont capables de déplacer 100 000 tonnes ou plus. La classe Nimitz des États-Unis a un déplacement approximatif 4 fois supérieur à celui des porte-avions de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un bon exemple que nous allons prendre pour expliquer le fonctionnement et décrire comment se déroulent les opérations dans cette nouvelle vidéo du monde de l'aviation. Ceci est l'United States Ship Nimitz, l'un des plus grands navires de guerre du monde et le premier de sa classe. Et quand nous parlons de classe, nous faisons référence au même design de base. Ceux de la classe Nimitz sont une série de 10 porte-avions, et la classe Gerald Ford sont les plus modernes qui les remplaceront, dont 2 sont actuellement en service, le Gerald Ford et le John Kennedy. Revenons à notre porte-avions, où le United States Ship Nimitz a été lancé, c'est-à-dire mis à la mer en 1972 et est toujours en service actif. Il a un coût très élevé, de 4 milliards 500 millions de dollars, mais ne se compare en rien au plus récent de la classe Ford avec un coût de 14 milliards de dollars, mais ce sont des navires conçus pour durer au moins 50 ans. Il a un déplacement de 100 000 tonnes, qui en nautique serait essentiellement le poids de la structure. Il a une longueur de 333 mètres, une largeur de mètres et une hauteur de 75 mètres, comparables à plus de 20 étages dans un immeuble. Il est propulsé par 2 réacteurs nucléaires d'une puissance de 194 MW qui actionnent 4 hélices pour lui donner une vitesse supérieure à 30 nœuds ou environ 60 km/h, bien que la vitesse maximale de ces appareils soit généralement gardée secrète. Avec le combustible nucléaire, ils ont une autonomie d'environ 20 ans, sans avoir à changer leur combustible nucléaire. Incroyable, n'est-ce pas ? Dans certains endroits vitaux, ils ont un blindage en Kevlar d'une épaisseur allant jusqu'à 64 cm. Pour opérer un de ces porte-avions, il faut au minimum 3500 personnes, mais il accueille normalement entre 5000 et 6000 personnes à bord. Parmi eux, les pilotes d'avion sont moins de 200, ce qui signifie que pour chacun d'eux, il y a des centaines de personnes en arrière qui font fonctionner cette structure sur la mer. Pour les opérations de décollage et d'atterrissage, il existe 4 grandes zones. Les hangars, le pont d'envol, le contrôle principal de vol et le contrôle du trafic aérien. L'opération de décollage d'un avion commence dans les 7500 mètres carrés du hangar, situé à 3 niveaux en dessous du pont d'envol.
Il profite carrément du pliage des ailes des avions. Même les hélicoptères sont rangés en rabattant les rotors pour profiter de chaque centimètre du bateau. Plus de 1000 ouvriers de maintenance travaillant ici à bord pour maintenir plus de 70 avions en parfait état. Lorsque l'avion est prêt à décoller, il est monté sur le pont d'envol dans l'un des 4 grands ascenseurs hydrauliques. Chacun peut charger jusqu'à 2 avions de 23 000 kg et 20 mètres depuis le hangar en seulement 10 secondes. L'équipage qui organise le mouvement des avions s'appelle le contrôle de pont de vol, et c'est un petit espace sur l'île du navire. Ici se trouve un homme en charge, appelé officier de contrôle des avions. Malgré la modernité des porte-avions, dans cette zone, un outil ancien sans aucune technologie est toujours utilisé aujourd'hui. Ce tableau est un modèle du pont d'envol et du hangar situé en dessous. Et avec l'aide d'un caméraman qui filme le pont en direct, l'équipe a le tableau mis à jour en temps réel. Chaque avion à bord a sa réplique miniature. Quand un avion bouge sur le pont, les contrôleurs déplacent sa maquette. Pour connaître l'état de chaque avion, ils utilisent des vis, des punaises ou des marqueurs. Oui, sur un porte-avions de plusieurs milliards de dollars, ils utilisent encore cela. Pour donner un exemple, si le marqueur a une punaise rouge, cela signifie que l'avion attend pour décoller. Un vert signifie qu'il est sur le point de décoller. Et s'il a un écrou, cela signifie qu'il est en maintenance. Le pont d'envol transporte plus d'1 milliard de dollars d'équipement militaire et possède environ 18 000 mètres carrés, où il y a 2 catapultes navales essai et 2 sur le pont à bâbord, qui sont chargés de lancer les avions dans les airs. À l'arrière, 4 solides câbles d'arrêt ou câbles d'appontage arrêtaient presque instantanément les avions. L'équipage du pont d'envol dirige manuellement les opérations dans cette zone. Ils sont une équipe de 400 marins hautement qualifiés. Ils doivent rester concentrés sur les procédures établies, en raison des dangers que représente le travail dans cet environnement bruyant, rempli d'avions et d'armements dangereux. Pour des raisons de sécurité, un système de chemises de différentes couleurs a été créé pour identifier les membres de l'équipage. Les chemises jaunes sont les opérateurs d'avions qui dirigent les mouvements de chaque aéronef. Les personnes en violet sont responsables du ravitaillement de chaque avion, c'est-à-dire de les charger en carburant. Les bleus sont ceux qui maintiennent les aéronefs en position avec des cales et des chaînes. Ceux en chemise rouge s'occupent de l'armement et des munitions. Ceux en chemise marron sont les capitaines des avions, les manipulant lorsqu'ils sont sur le pont. Les verts sont des opérateurs d'équipement et du personnel d'entretien. Ils accrochent les avions à la catapulte et gèrent les câbles d'arrêt. La communication est vitale dans ce domaine également. Mais comme ils ne peuvent pas s'entendre à cause du bruit assourdissant du pont, ils ont un système de signes avec les mains, entre eux et aussi avec les pilotes. Au contrôle primaire au sommet du pont de vol, on surveille le pont et on s'assure que tout fonctionne correctement. De là, les ordres sont donnés pour diriger toute l'activité aérienne du navire. Il a la capacité de faire décoller un avion toutes les 30 secondes. En pleine activité, il peut faire atterrir un avion chaque minute. La technologie ici est avancée. Il s'appelle système d'information intégré, où chaque avion est suivi avec toutes les données importantes, comme par exemple le niveau de carburant. Il est géré au Carrier Traffic Control Center, ou Centre de contrôle du trafic aérien, en français.
Ils se trouvent sous le pont de vol et prennent le contrôle principal pendant la nuit et lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, en utilisant entre autres le radar et les caméras nocturnes, et aident les pilotes à retrouver leur chemin vers le porte-avions. Lorsqu'il est temps de lancer, toutes ces zones du navire se mettent en marche, dans une coopération très précise et synchronisée. La première chose que fait le capitaine est d'orienter le navire face au vent, ce qui fournira la position pour que les avions aient la meilleure portance lors du décollage et de l'atterrissage. Le contrôle primaire donne alors le feu vert si la piste est dégagée, et la procédure de lancement commence. La clé pour le lancement sur ce type de porte-avions était la catapulte à vapeur, mais les plus modernes, comme la classe Ford, ont des catapultes électromagnétiques qui sont plus efficaces. Ce type de navire est appelé catobar, ou décollage par catapulte et récupération par arrêt, selon son acronyme en anglais. Mais nous verrons cela dans la deuxième partie de la vidéo, car il en existe d'autres, comme l'amiral Kuznetsov, qui est de type stovar, c'est-à-dire il a une rampe de lancement ou ski jump. Ceux de la classe Nimitz ont 4 catapultes à vapeur, chacune d'elles de 100 mètres de long. Ils ont 2 pistons à l'intérieur de 2 cylindres parallèles situés sous le pont. Un crochet est accouplé au piston situé dans une rainure qui s'étend le long de la piste. Lorsque l'avion est prêt, ils sont conduits à leur position. Un opérateur d'équipement en chemise verte guide le train d'atterrissage de l'avion jusqu'à la catapulte. Une barre de lancement accouple l'avion à la navette, et une autre barre de retenue maintient l'avion en place jusqu'au lancement. Les réacteurs nucléaires chauffent les générateurs qui remplissent les accumulateurs de vapeur qui, au moment du décollage, remplissent les cylindres de vapeur sous pression, lançant ainsi les avions. Tout cela est géré sur ce site. Ici, un officier calcule la pression nécessaire en fonction du poids de l'avion. Quelques secondes avant le décollage, un déflecteur de gaz d'échappement se lève, déviant les gaz chauds, loin du personnel et des autres avions. Depuis le cockpit, les vérifications finales des surfaces de contrôle sont réalisées. Le pilote accélère les moteurs, mais l'appareil reste immobile. L'officier appuie sur un bouton, libérant la barre de retenue, et toute la pression des cylindres catapulte l'avion vers l'avant. Il peut accélérer un avion FDX-8 Super Hornet, entièrement chargé de 0 à 290 km/h en passant dans 5 secondes. 3 secondes et à moins de 120 mètres pour décoller, oui. Mais le moment le plus stressant pour un pilote est certainement l'atterrissage. Le problème existe depuis la création des premiers porte-avions. Pensez que dans l'exemple du FDX-8AE, il faut atterrir un avion de 20 tonnes à 250 km/h sur une petite portion de piste de 260 mètres, sur un bateau qui se déplace au milieu des vagues en plein océan. Pour cette opération, le pilote communique avec l'officier d'atterrissage dans une zone du pont où seuls les pilotes non assignés à voler ce jour-là seront présents. Ils sont chargés d'aider leurs collègues à revenir sur le bateau.
Le pilote verra également un instrument clé à bord, une série de lumières ambres au milieu qui se déplacent de haut en bas pour indiquer l'angle d'approche de la piste. Si l'avion est parfaitement aligné avec le pont, c'est-à-dire à 3,5 degrés, la lumière ambre s'alignera avec les lumières vertes au milieu. Si l'approche est trop haute ou trop basse, des lumières rouges s'allument et le pilote devra annuler l'atterrissage. Lors de l'atterrissage, ils utilisent 4 câbles d'arrêt en acier tressé de 5 cm de diamètre, espacés de 15 mètres, de diamètre en acier tressé, répartis tous les 15 mètres. L'avion possède un crochet métallique d'entre 1,5 m et 2 mètres, appelé crochet d'arrêt. Sous le pont, chaque câble transmet la force d'arrêt des avions à des cylindres remplis de fluide, ce qui fait qu'ils freinent en moins de 2 secondes. Il est très important qu'au moment du contact, le pilote mette les moteurs à pleine puissance, car si l'avion ne saisit pas les câbles, il devra être capable de reprendre son envol par ses propres moyens. L'importance de ceci est également visible dans ce cas où le câble d'arrêt se rompt. Et cet avion réussit à continuer de voler. Le bateau entier est contrôlé depuis le pont de navigation, où le précieux navire est dirigé avec un classique gouvernail en bois. Ce type de porte-avions est propulsé par 2 réacteurs nucléaires très bien protégés à l'intérieur du navire, et ils fournissent toute l'énergie à l'intérieur du bateau, des lumières des cabines, à la puissance nécessaire pour les grands ascenseurs hydrauliques du navire. Les réacteurs produisent de la chaleur par fission nucléaire pour générer de la vapeur d'eau, qui est acheminée à travers 4 turbines fabriquées par General Electric, qui sont partagées entre les 2 réacteurs. Les turbines actionnent 4 hélices en bronze, chacune avec un diamètre de 7,6 mètres et pesant 30 tonnes. Derrière celle-ci, il y a 2 gouvernails de 8,8 mètres de haut et pesant 50 tonnes chacun. En plus des avions transportés à bord, les navires sont équipés de systèmes de défense contre les avions et les missiles ennemis. Ceux-ci consistent en 3 ou 4 lanceurs de missiles air et M ou radar intercept missiles, 7 Sea Sparrow, ainsi que 3 ou 4 canons de 20 mm Phalanx. Et maintenant, les plus modernes radars intercept missiles, 116 basés sur les missiles Sidewinder bien connus, mais qui ont pour cible les missiles anti-navires. Il existe tout un département d'approvisionnement pour maintenir cette ville flottante. Il y a des avions spéciaux, comme l'avion cargo Grumman C2 Greyhound, ou des hélicoptères pour cette tâche. Environ 1 fois par semaine, l'équipage effectue un réapprovisionnement, montant à bord de nouveaux approvisionnements, de la nourriture aux munitions, à partir d'un navire de ravitaillement de la marine, qui doit se déplacer parallèlement au porte-avions, à une distance de 35 mètres, à la même vitesse et entre 3 et 6 heures. C'est une ville entière sur la mer. À bord, il y a plus de 4000 cabines et salles, des hôpitaux avec plus de 60 lits, une clinique dentaire gérée par 5 dentistes, un salon de coiffure qui fait plus de 1500 coupes par semaine. Rien qu'en comptant les téléphones, il y en a plus de 2000, et il y a près de 4000 téléviseurs et moniteurs. Il y a un bureau de poste où sont traités 450 000 kilos de courrier par an. Dans la cuisine, environ 15 000 repas sont préparés chaque jour, 2 faits qui surprennent vraiment. Ici se termine cette vidéo, mais il reste encore beaucoup à voir. Dans le prochain épisode, nous verrons que nous pouvons classer les porte-avions en 3 types selon leur configuration de décollage et d'atterrissage. Nous utiliserons l'exemple de l'amiral Kuznetsov, entre autres. Jusqu'à une nouvelle vidéo, mon nom est Marcos et ceci est le monde de l'aviation.